Merci, Monsieur le Président. Merci rapidement, mais tout de même, aux organisateurs de ce très beau colloque. Merci aussi à l'Université d'Orléans. Je vais attaquer bien en tête ce sujet qui ouvre en fait deux interventions sur le droit international privé. J'espère que je ne perdrai personne dans le bois un peu obscur, si je puis dire, du droit international privé, avant que Benjamin Mathieu ne vous montre le chemin. Alors, le sujet est assez vaste, m'a posé quelques difficultés parce que je ne cernais pas très bien ce qu'est un ingénieur du patrimoine, jusqu'à ce matin en tout cas. J'ai bien compris désormais que l'ingénieur du patrimoine est un conseil, c'est un technicien, c'est un stratège aussi, qui guide son client parmi des choix possibles et parmi des contraintes de nature diverses, juridiques, fiscales, financières, sociales parfois aussi. Et donc que l'ingénieur patrimonial ou du patrimoine se doit de connaître les mérites de chaque option et l'étendue des diverses contraintes qui existent. Il doit faire en sorte que l'option retenue voit ses conditions remplies afin de pouvoir apporter sur le plan juridique ou fiscal le bénéfice qui est attendu. Donc l'objectif de l'ingénieur du patrimoine, c'est de proposer le meilleur choix possible à son client en se frayant un chemin parmi des contraintes. Éventuellement de choisir celle de ces contraintes qui est la moins forte, la moins lourde. Et ce faisant, il peut être amené à contourner des contraintes ou à y soustraire son client. Et on voit que cela requiert du talent, de la virtuosité. Ce matin, le professeur Grimaldi parlait d'art et de virtuosité. C'est tout à fait exact, mais cet art, cette virtuosité comporte aussi des risques. Et on en connaît notamment en matière fiscale sous le nom d'abus de droit. Quand une option est prise, mais sans adhésion sincère aux conditions de cette option, dans un but, disait-on jusqu'à il y a peu de temps, dans un but exclusivement fiscal, il y a alors abus de droit. Voilà pour ce que j'ai compris du métier de l'ingénieur du patrimoine. Mais le champ d'action de l'ingénieur du patrimoine ne se limite pas au droit français. La mobilité des personnes et des biens, combinée à une intégration progressive mais laborieuse et de toute façon inaboutie, ouvre de nouveaux choix à l'ingénieur du patrimoine et à son client, sans faire disparaître toutes les contraintes. Si bien que l'ingénieur du patrimoine peut exercer son art sur le plan international. Mais là aussi avec un risque qui est classique en droit international privé, qui est le risque de la fraude à la loi. C'est donc de la fraude à la loi que je vais vous parler, en partie en réalité, dans cette intervention. Alors la fraude à la loi, comment la conçoit-on en droit international privé? Eh bien, on supposera par hypothèse d'internationaliste qu'on est face à une situation qui se trouve au contact de plusieurs systèmes juridiques, chacun avec ses contraintes plus ou moins fortes. Mais dans le contexte du droit international privé, on ne va pas laisser toutes ces contraintes s'accumuler sur la tête du sujet de droit. On utilise un mécanisme qu'on appelle la règle de conflit de loi qui va nous permettre de désigner une seule loi applicable à la situation en cause. Or, lorsque les protagonistes, le sujet de droit, pour faire synthétique, disposent d'une certaine marge d'action, d'une certaine marge de liberté, il peut utiliser cette marge d'action de manière a priori licite, en apparence licite, pour altérer le jeu de la règle de conflit de loi et se retrouver sous l'empire d'une loi qui est plus clémente, qui est moins contraignante. Et sur le plan patrimonial, on peut illustrer le cas de la fraude à la loi par une affaire assez célèbre dans notre matière, qui est l'affaire Caron. Elle ne correspond plus tout à fait au droit positif en raison de l'entrée en application du règlement succession en 2015, mais elle reste une merveilleuse illustration de la fraude à la loi. En quelques mots, je vous résume les aventures ou mésaventures de M. Caron. M. Caron était un ressortissant français installé de longue date aux États-Unis, mais qui s'était brouillé avec ses 2 enfants. Il voulait les déshériter, ce que le droit américain lui permettait.
C'est parce que le droit américain connaît une très large liberté testamentaire. Ce que le droit français l'empêchait de faire en raison du respect nécessaire de la réserve héréditaire. Comme la succession de M. Caron était essentiellement localisée aux États-Unis et que son dernier domicile potentiel, disons, il n'envisageait pas de déménager, allait être situé aux États-Unis, sa succession était en principe entièrement régie par le droit américain, ce qui lui convenait donc très très bien pour pouvoir déshériter ses enfants. Cela étant, il était propriétaire encore d'un appartement sur la Côte d'Azur. Et d'après le droit international privé américain, tout comme le droit international privé français de l'époque, le droit français était applicable à cet appartement situé sur la Côte d'Azur. Donc la réserve héréditaire allait pouvoir s'appliquer sur la valeur, enfin sur ce bien immobilier situé sur le territoire français. Or, cette idée ne pouvait pas être supportée par M. Caron, qui ne voulait absolument rien laisser à ses deux enfants, mais dans le même temps, il ne voulait pas non plus se séparer de l'appartement. Donc la contrainte était là pour lui, c'est qu'il avait un bien immobilier en France, que le droit successoral applicable à ce bien immobilier allait être le droit français, et le droit français imposait le respect de la réserve héréditaire. Cela étant, si M. Caron était confronté à cette contrainte, il avait aussi une marge d'action qu'il ne s'est pas privé d'utiliser. Il a d'abord constitué une société de droit américain. Dès lors, il a fait entrer dans son patrimoine des droits sociaux, des biens meubles, qui allaient se retrouver, en cas de décès, régis par la loi américaine, puisque la loi américaine était applicable à ces biens meubles. Il décida de céder son appartement à cette société américaine. Donc le bien immobilier quitta son patrimoine pour aller se loger dans celui de la société américaine. Et ultérieurement, il confia ses propres droits sociaux dans le capital de cette société américaine à un trust, à charge pour le trust, au moment de son décès, de remettre les droits sociaux aux personnes qu'il entendait gratifier, c'est-à-dire des personnes qu'il avait pris comme associées dans la société de droit américain. Ainsi, par une série d'opérations harmonisées, comme dira plus tard la Cour de cassation, l'immeuble avait donc quitté le patrimoine de M. Caron pour y être remplacé par des droits sociaux, si bien qu'à sa succession, c'est effectivement uniquement le droit américain qui s'appliquait à son patrimoine et qui donc dispensait de tout respect de la réserve héréditaire. Or, dans cette hypothèse-ci, la jurisprudence française a caractérisé la fraude à la loi et sanctionné la fraude à la loi qui avait été opérée par M. Caron. La fraude à la loi, en droit international privé, requiert 3 éléments qui sont constitutifs et qu'il est important de garder à l'esprit. Un élément légal, qui est la norme à laquelle on veut se soustraire, alors qu'elle devrait s'appliquer. Ici, ce sont les règles françaises de la réserve héréditaire qui devraient normalement s'appliquer à un immeuble qui est situé sur le territoire français. Donc ça, c'est l'élément légal, celui auquel on veut échapper. Un élément matériel, l'instrument de la fraude, comme on dit parfois, qui permet justement de se soustraire à l'élément légal. C'est l'opération, ou en l'occurrence ici, la série d'opérations harmonisées, qui sont en tant que telles intrinsèquement régulières, a priori légitimes. Constituer une société de droit américain, quand on est un résident américain, ça n'a rien de répréhensible en soi. Céder un appartement situé en France à une société de droit américain, ça n'est pas non plus quelque chose de critiquable. Donc voilà l'élément matériel qui, en l'occurrence, était constitué dans l'affaire Caron. Et surtout, un élément moral, ou comme on dit aussi, un élément intentionnel, qui est l'élément clé finalement. C'est parce que l'opération ou la série d'opérations a été menée dans le seul but d'échapper à l'élément légal que l'on peut parler de fraude à la loi. Il faut donc pouvoir démontrer que l'opération matérielle est conduite à seule fin d'éviter l'application de l'élément légal. Alors, on voit bien que l'élément crucial dans la fraude à la loi, en droit international privé comme dans d'autres matières, c'est l'élément intentionnel, c'est l'élément moral. Et c'est le plus difficile à rapporter, évidemment, parce que ça oblige à scruter la motivation de l'acteur, si je puis dire. Alors, la difficulté à établir l'élément intentionnel que je vais décrire un petit peu plus avant n'est qu'un symptôme, parmi d'autres, de ce qu'on pourrait appeler la dévitalisation de la fraude en droit international privé. C'est un phénomène contemporain qui s'est même un petit peu accentué ces derniers temps, et c'est le premier pan que je voudrais examiner avec vous.
Pour autant, cette dévitalisation de la fraude n'ouvre pas un boulevard, si je puis dire, à l'ingénieur du patrimoine qui voudrait se frayer un chemin parmi les contraintes. La défense d'intérêts généraux, la défense d'intérêts privés parfois aussi, appellent tout de même des contrepoids. Et même si l'ingénieur du patrimoine échappe largement désormais à la menace de la fraude, il se trouve désormais confronté à une démultiplication ou à une diversification des contrôles, ce que nous verrons donc dans un second temps. Donc pour commencer, vraiment, oui, je vais un peu vite. Pour commencer, la fraude à la loi en tant que concept se trouve désormais très fortement dévitalisée. Alors je pourrais commencer par remarquer que cette fraude à la loi, qui est un concept qui a été développé par la jurisprudence française il y a plus d'un siècle, bien avant l'affaire Caron, je pourrais déjà commencer par remarquer que ça n'est pas un phénomène connu, ça n'est pas un mécanisme connu dans tous les systèmes juridiques. Donc on fait un peu figure d'exception dans le panorama juridique mondial. C'est vrai que le Code de droit international privé belge, par exemple, qui date de 1994, fait encore une place à la fraude à la loi. Mais si on regarde une loi récente, qui est la loi de Monaco de 2017 sur le droit international privé, et le droit monégasque est très proche du droit français, eh bien, malgré tout, la loi monégasque ne parle pas de fraude à la loi dans son texte de droit international privé. Et surtout, la fraude à la loi est très peu présente dans les textes européens de droit international privé. Elle ne figure pas en tant que telle, en tout cas, dans les textes de droit international privé, à part une allusion, une petite évocation, si on peut dire, dans le préambule du règlement succession. Donc c'est toujours ça de préserver, mais tout de même, pour le reste, elle est très, très absente. Mais surtout, si je parle de dévitalisation de la fraude à la loi, c'est que je veux dire qu'on assiste aujourd'hui à une sorte de légalisation ou de tolérance vis-à-vis de pratiques qu'on aurait jugées frauduleuses par le passé. Et ce sont deux des trois éléments constitutifs de la fraude à la loi qui montrent des signes d'affaiblissement et qui expliquent cette dévitalisation de la fraude à la loi, l'élément moral et l'élément légal que je donnais tout à l'heure dans la définition. Alors, si je reviens sur l'élément moral, c'est donc, je le disais il y a peu, l'intention de se livrer à une opération qui est objectivement licite, mais dans le seul but d'échapper à une norme contraignante, sans vouloir aucunement profiter ou mettre en exercice les autres effets de l'opération en cause. Donc, je le disais aussi, c'est en soi difficile à identifier. C'est une fragilité inhérente à cette conception subjective de la fraude. Surtout qu'en théorie, en droit international privé, il est toujours question de démontrer que l'objectif exclusif de l'opération était frauduleux. Contrairement à la matière fiscale, où on connaît désormais l'élargissement de l'abus de droit par fraude à la loi, depuis la loi de finances pour 2019, où on admet qu'il puisse y avoir abus de droit lorsque l'opération poursuit un but principalement fiscal, cet élargissement n'a pas eu lieu en droit international privé. Donc le niveau de preuve est plus élevé en droit international privé qu'en matière fiscale. Cela étant, ça n'est peut-être pas cela le plus grave ou le plus significatif dans la période contemporaine, pour la raison suivante. La fraude, l'intention frauduleuse ne se présume pas. Néanmoins, il est certain que l'élément moral procède d'une caractérisation judiciaire. C'est le regard du juge sur la psychologie du justiciable qui détermine s'il y a, par son appréciation, une intention frauduleuse ou non. Or, ce regard du juge peut être plus ou moins sévère, et au fil du temps, des choses qui signifiaient ou étaient interprétées comme manifestement motivées par un but exclusivement frauduleux vont être moins sévèrement jugées et plus facilement tolérées. Alors, j'en prends pour exemple une autre affaire successorale, toujours sous le droit ancien, donc toujours hors règlement de succession, qui concerne la succession de Maurice Jarre, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, mais je remonte un petit peu en amont aux décisions des juges du fond. Dans l'affaire Maurice Jarre s'était installé pendant très longtemps en Californie. Sa succession était donc mobilière, était donc régie par le droit californien, et ses enfants
dont Jean-Michel Jarre, que leur père avait voulu donc déshériter, se trouvaient fort dépourvus, si je puis dire, au moment du décès de leur auteur. Mais ils pointaient du doigt, les enfants de Maurice Jarre, que Maurice Jarre avait constitué une société civile immobilière sur un immeuble qu'il avait possédé en France, et que, donc, tout comme M. Caron, en fait, il avait fait sortir cet immeuble de son patrimoine, reçu en échange des droits sociaux, qu'il avait d'ailleurs également confié à un trust qui avait pour mission de transmettre les parts sociales à l'épouse survivante de Maurice Jarre. Et donc, ils invoquèrent la fraude à la loi devant les juges français, de même que les enfants de M. Caron l'avaient fait. Or, en 2016, la Cour d'appel de Paris estime que non, il n'y a pas fraude à la loi. Elle relève, pour repousser tout élément intentionnel, que l'apport de l'immeuble à la SCI n'était pas précipité, qu'il n'avait pas permis de changer en hâte le statut du bien, que la transformation au sein du patrimoine de Maurice Jarre s'expliquait par des raisons fiscales, économiques ou commerciales et s'inscrivait dans une démarche continue et bien définie de faire bénéficier son conjoint survivant de l'intégralité de ses biens. Or, cette motivation est loin d'être très convaincante. D'abord parce qu'on ne nous explique pas quelles sont les raisons fiscales, économiques ou commerciales que Maurice Jarre poursuivait par cette transformation sociétaire. On n'a aucune information sur ce plan. Et puis, on a l'impression que pour la Cour d'appel, le fait de ne pas avoir agi de manière précipitée, mais au contraire d'avoir longuement mûri l'objectif de favoriser le conjoint survivant au détriment des enfants, était quelque chose qui légitimait l'opération. Ce qui est en fait assez candide, puisque plus on a une intention frauduleuse, mieux on se prépare, plus on s'y prépare à l'avance. Donc c'est une sorte de faiblesse ou de naïveté peut-être des magistrats de la Cour d'appel de Paris face à quelque chose qui était quand même très semblable aux opérations menées par M. Caron. Alors peut-être ce manque de sévérité, ce manque de perspicacité, cette réticence à caractériser l'élément moral, est à mettre en rapport avec l'érosion même de la réserve héréditaire dans le droit français, qui n'a plus tout à fait le statut emblématique que l'institution pouvait avoir dans notre droit jusqu'il y a quelque temps. On voit ici que l'affaiblissement de l'élément moral a quelque chose à voir avec l'affaiblissement de l'élément légal. Ce qui m'amène donc à parler de l'élément légal dans un deuxième temps. Cet élément légal, je le rappelle, ce sont les règles qui s'imposeraient aux justiciables, aux parties, à la partie, si la fraude n'avait pas été commise. Ce sont donc les règles à l'autorité desquelles on veut échapper. Or, en droit international privé contemporain, cet élément légal se trouve en quelque sorte affaibli, sapé, de diverses manières. Et le plus évident, c'est la conquête en droit international privé de la liberté de choix de la loi applicable à un rapport juridique. Alors, on pourra déjà noter qu'il y a une certaine marge de choix dans la loi applicable en matière, désormais, de succession, de régimes matrimoniaux ou de rapports entre partenaires. J'y reviendrai rapidement plus tard. Mais surtout, la liberté la plus large est reconnue en matière de contrat. En matière contractuelle par le règlement Rome I. Les parties à un contrat ont toute latitude pour choisir la loi qui va s'appliquer à leur contrat. Ils peuvent choisir une loi qui n'a aucun lien objectif ni avec elles, ni avec leur contrat. Donc le choix va se faire en fonction des mérites de fond de la loi choisie, en fonction du fait qu'on est familier de cette loi, en fonction du fait qu'elle est d'accès facile ou que la jurisprudence qui l'interprète est de bonne qualité. Ou bien le choix peut aussi s'expliquer par le fait que cette loi va procurer aux parties un avantage sur le fond auquel des lois plus proches ne permettraient pas d'accéder. Et donc le règlement européen, le règlement Rome I, mais à dire vrai, la solution lui est antérieure, mais il est de droit positif, donc je le cite, ce règlement Rome I autorise tous les choix, y compris des choix de pure opportunité. Et dès lors qu'aucune loi n'a particulièrement vocation à s'appliquer à un contrat, il n'y a plus d'élément légal à contourner, puisqu'il n'y a aucun obstacle qui se dressait face aux parties. On pourrait dire qu'il en va de même à l'échelle de l'espace judiciaire européen en matière de liberté d'établissement des sociétés, des personnes morales.
la Cour de justice, il y a 2 ans, reconnaissait par exemple qu'il était tout à fait possible pour une société de droit polonais de transférer son siège au Luxembourg, alors son siège statutaire, tout en conservant son siège social réel en Pologne, et tout en conservant son activité économique principalement en Pologne. La Cour de justice considère qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas d'abus à l'exercice de la liberté d'établissement, quand bien même le choix du transfert serait fait dans le but de bénéficier d'une législation plus avantageuse, nous dit la Cour de justice. Dès lors, on le voit, l'élément moral s'effrite, l'élément légal se dilue dans la liberté reconnue aux partis, et il devient donc presque impossible de caractériser la fraude à la loi. Alors, les contrôles, pour autant, ne disparaissent pas d'emblée, et simplement, ils vont se recentrer sur autre chose, puisque l'élément légal et l'élément moral, finalement, s'effritent ou s'érodent. Eh bien, c'est sur l'élément matériel que les contrôles vont s'exercer. Les opérations a priori licites vont faire l'objet d'un encadrement sur le plan international plus serré et multiple. Ce qui m'amène donc à vous parler rapidement, je pense, de la diversification des contrôles. Ces contrôles peuvent s'exercer d'abord sur les conditions de l'opération qui va être mise sur pied. Dans la mesure où le droit positif laisse les parties choisir très souvent la loi applicable à leur contrat, ou dans une moindre mesure à d'autres rapports juridiques, par exemple leur régime matrimonial ou leur succession, eh bien, les conditions de ce choix de la loi applicable vont se trouver encadrées. On peut le noter d'abord pour les contrats de façon générale. On verra qu'il peut y avoir des régimes spéciaux pour certains contrats, j'y reviendrai, mais pour les contrats en général, la totale liberté de choix qui est reconnue par le règlement romain est conditionnée tout de même, heureusement, par la vérification que le contrat en question est authentiquement international. Il est prévu notamment dans ce règlement romain que si un contrat est objectivement purement interne, mais que les parties décideraient de le soumettre à une loi étrangère, eh bien, cette liberté de choix ne peut pas se voir reconnaître une pleine efficacité. À dire vrai, les parties, en choisissant la loi étrangère, vont se soumettre volontairement aux contraintes de la loi étrangère, puisqu'elles l'ont voulu, elles l'auront, cette loi étrangère, mais parce que leur contrat n'est pas authentiquement international, elles vont rester soumises aux contraintes de la loi qui était normalement applicable à leur contrat. Donc c'est une règle de dissuasion. On peut essayer de jouer avec les conflits de loi, mais en réalité, on sera soumis à une double peine, en quelque sorte, les contraintes de la loi choisie et les contraintes de la loi évincée. Et ça n'est pas une hypothèse d'école que cette idée saugrenue des parties de soumettre un contrat interne à une loi étrangère. La Cour de cassation, cette année même, en 2 espèces, a pointé, enfin, a eu à connaître en tout cas, de ce phénomène. Une société civile française empruntait auprès d'une banque française une somme d'argent garantie par un immeuble situé sur le territoire français, mais le contrat de prêt avait été soumis à la loi de Singapour, ce qui tombait en plein dans cette disposition européenne qui donc met des bâtons dans les roues à ce type de procédé. Une autre façon aussi pour conditionner ou contrôler la mise en œuvre de la liberté de choix, qui est reconnue donc de plus en plus largement aux partis ou aux sujets de droit de manière plus vaste, consiste à limiter la palette des lois qui peuvent être choisies. On laisse un choix aux partis, aux justiciables, au sujet de droit, mais ce choix n'est pas illimité comme il l'est en matière de contrat d'après le droit, les règles communes, si je puis dire. Je ne donnerai ici que 2 exemples. D'abord du côté successoral, en vertu du règlement succession, donc qui balaye les règles de conflit de loi classiques où on distinguait succession mobilière et succession immobilière en droit français. Eh bien, la règle et la loi applicable normalement à une succession, c'est la loi de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. Mais il a une possibilité, ce défunt avant de décéder bien entendu, de faire un autre choix, de faire un choix, de ne pas, d'écarter plutôt la loi de sa dernière résidence habituelle. Mais ce choix ne peut se porter que sur la loi de sa nationalité.
Donc ça n'est pas n'importe quelle loi, bien au contraire, le choix est tout à fait limitatif. En matière d'assurance vie, en matière de contrat d'assurance vie, ici la liberté est aussi canalisée, puisque la loi applicable au contrat d'assurance vie ne peut être que la loi d'un État membre de l'Union européenne, où le preneur du contrat a sa résidence habituelle, à moins qu'il ne s'entende avec l'assureur pour choisir la loi de l'État membre dont le preneur d'assurance a la nationalité. Donc on voit ici que l'amplitude du choix est restreinte, mais les raisons du choix sont indifférentes. Donc l'élément intentionnel est écarté. En revanche, sur le plan de l'élément matériel, l'amplitude du choix se trouve réduite. Quant aux effets de l'opération en cause, si on laisse de côté les contrôles qui s'exercent sur les conditions, on voit aussi qu'il y a des contrôles qui peuvent s'exercer sur les effets. Il est tout à fait possible qu'une opération qui a été mise sur pied de manière licite dans des conditions de parfaite régularité voit malgré tout ses effets contrecarrés par diverses techniques du droit international privé. D'abord, il y a ce qu'on appelle classiquement les lois de police ou les lois d'application immédiate ou toutes les règles d'application territoriale. Ce sont des règles qui poursuivent des objectifs d'une particulière importance et qui vont s'appliquer sur le plan international sans qu'on ait à se soucier de la loi qui régit normalement la situation juridique, qu'elle ait été choisie ou pas par les parties. Ces dispositions spécifiques vont s'imposer, si je puis dire, malgré la volonté des parties, dès lors que l'opération entre dans le champ d'application de ces lois de police. Donc on pourra faire tous les choix que l'on peut souhaiter, utiliser la marge de manœuvre autant qu'on le peut. Malgré tout, si on entre dans le champ de ces lois de police, elles s'appliqueront qu'on le veuille ou non. D'une certaine manière, le droit fiscal obéit à cette logique d'application territoriale et qui vient, si je puis dire, bousculer les prévisions des parties. Évidemment, je dois aussi mentionner, même s'il n'est peut-être plus aussi vigoureux qu'avant, ou pas aussi vigoureux que certains pourraient le souhaiter, c'est le mécanisme qui permet de rejeter sur certains aspects le régime qui a été adopté pour l'opération. C'est l'exception d'ordre public international. On sait qu'on l'a invoqué justement à propos de la réserve héréditaire, notamment dans la succession de Maurice Jarre, qui relevait de la loi californienne, qui ne connaît pas la réserve héréditaire. Ses enfants avaient fait valoir que l'ignorance de la réserve héréditaire dans le droit étranger était contraire à des principes essentiels du droit français et dont aurait fait partie la réserve héréditaire. La Cour de cassation en 2017 a jugé que ça n'était pas le cas, qu'en soi, la réserve héréditaire ne fait pas partie des principes essentiels du droit français qui devrait s'imposer à l'encontre d'une loi étrangère qui l'ignore totalement, sous réserve tout de même de ce que l'enfant qui est privé de toute part réservataire ne se trouve pas dans une situation de précarité économique ou de besoin. À ce moment-là, il y aurait un retour de flamme, si je puis dire, dans des conditions qui ne sont pas encore bien nettes dans la jurisprudence française. Et dernier point que je vais évoquer rapidement, c'est que il se peut aussi que le régime qui a été choisi pour une opération se voit remodelé ou modulé dans certaines hypothèses. C'est le cas qu'on peut rencontrer lorsque un consommateur conclut avec un professionnel, par exemple un contrat de crédit, et qu'on est vraiment dans cette relation professionnel-consommateur. Là, le règlement Rome 1, à nouveau, prévoit que les parties peuvent choisir, certes, la loi qu'ils souhaitent pour régir ce contrat de prêt, par exemple la loi qui intéresse ou qui plaît le mieux à l'établissement de crédit, évidemment, mais ce choix de loi ne peut pas priver le consommateur des règles protectrices impératives, plus protectrices, qui existeraient dans l'ordre juridique du pays où ce consommateur a sa résidence habituelle. Donc on peut faire le choix de la loi avantageuse pour le prêteur, mais celui-ci devra quand même composer avec des règles plus protectrices du système juridique de son partenaire consommateur. Voilà. En conclusion, je ne peux donc que constater un certain délabrement de la fraude à la loi en droit international privé, en écho, d'une certaine manière, un certain effritement de l'autorité de la loi sur le plan interne. Mais ce délabrement
s'inscrit dans un phénomène de recomposition, de dialectique entre la liberté et la contrainte. Ces contraintes continuent d'exister. Elles n'ont pas toujours la stature morale que peut leur conférer la fraude à la loi, sauf peut-être quand on arrive à caractériser une atteinte à l'ordre public international. Mais ces contraintes existent encore et elles appellent l'ingénieur du patrimoine à exercer son art avec vigilance et avec prudence. Je vous remercie.